Bonjour à tous, donc leçon 24, spectre d'émission de lumière. Donc dans cette leçon, ce qu'on va faire, on va étudier des sources lumineuses. On va étudier la lumière émise par des sources lumineuses. Alors dans quel but on fait ça? Je peux vous donner quelques exemples. Alors par exemple ici, on a des étoiles. Alors on verra pourquoi elles sont colorées par la suite. Eh bien, en étudiant la lumière qu'émettent ces étoiles, eh bien, on peut connaître la température des étoiles. La température est différente pour chacune d'elles. Voilà. Autour des étoiles, vous voyez, il y a un gaz ici. Autour de chaque étoile, il y a un gaz. En étudiant la lumière émise par les étoiles, on peut connaître la nature de ce gaz. Ici, on a une autre source de lumière, une source incandescence. Ici, on a un filament qui devient incandescent. Eh bien, en étudiant la lumière émise par cette ampoule, par le filament, eh bien, on peut connaître la température du filament. Ici, on a une ampoule à gaz. Dans ces tubes-là en verre, on a un gaz. En étudiant la lumière émise par cette ampoule, on peut connaître la nature du gaz. Alors ça, c'est un pistolet thermique et ça sert à mesurer la température. Donc là, le corps qui émet une lumière, c'est l'être humain. Alors cette lumière, elle est entre guillemets, c'est une lumière invisible, l'infrarouge, j'en parlerai. Et en analysant donc cette lumière invisible par le pistolet thermique, on peut déterminer la température. Voilà quelques exemples. Alors, pour étudier la lumière d'une source, ce qu'il faut faire, c'est faire un spectre de cette lumière. On doit faire le spectre de la lumière émise par une source. C'est ce qui est écrit ici. Donc on va voir comment on fait ça. C'est un dispositif expérimental qu'on va voir. Alors, pour effectuer un spectre lumineux, il faut utiliser un prisme. Donc un prisme, c'est un morceau de verre, là vous voyez, en triangle, taillé en biseau. Voilà. Au lycée, voilà, vous auriez utilisé celui-là. C'est ceux-là qu'on a. Alors avec un prisme, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le prisme va recevoir de la lumière. On dirige un rayon lumineux sur une des faces du prisme et la lumière ressort. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. Alors ce que j'ai pris comme exemple, on prend un faisceau laser, et le faisceau laser on le dirige sur une face du prisme, et ensuite on regarde. Donc ça donne ceci. Alors c'est une vue de dessus, le prisme est ici, le faisceau laser est dirigé sur une des faces du prisme, et le faisceau laser ressort comme ceci. Donc on va expliquer un petit peu cette expérience. Alors d'abord on va refaire un beau schéma, plus grand, voilà. Alors ici et là, on voit le rayon laser, et bien parce que, par exemple, la personne qui a fait cette photo a mis un petit peu de poussière de craie, un peu de fumée, par exemple, et donc du coup, le rayon laser frappe les grains de poussière, les grains de craie, et ces grains diffusent de la lumière. Voilà. Mais il n'y a pas de grains à l'intérieur du prisme, puisque c'est du verre, donc c'est la raison pour laquelle, là, on ne voit pas de rayon lumineux. Mais il existe, entre là et là, il y a un rayon lumineux, donc que je mets. Alors maintenant, on explique cette expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple. Le rayon lumineux passe de l'air au verre, donc tout simplement, il y a une réfraction de la lumière. La lumière change de direction. Et là, à nouveau, la lumière passe de du verre à l'air, donc il y a à nouveau une réfraction. Donc un prisme, si vous voulez, ça sert à dévier deux fois la lumière, à la dévier beaucoup. Avec cette interface-là, on la dévie un peu, et avec celle-là, on la dévie encore plus. Voilà, ça sert à ça, à dévier beaucoup la lumière. Alors maintenant, je vais changer de lumière. Je ne vais pas prendre la lumière d'un laser, je vais prendre la lumière d'une ampoule incandescence, par exemple, une lumière blanche. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est la lumière de l'ampoule incandescence, qui frappe le prisme, et donc on voit bien qu'il y a une double réfraction, mais on voit qu'il y a de la lumière colorée qui est apparue. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on va expliquer pourquoi il y a ces lumières colorées. Alors on pourrait penser que c'est le prisme qui engendre cette lumière. On va expliquer tout ça. Alors petite remarque là avec ce schéma. Donc le faisceau de lumière blanche, s'il n'avait pas été dévié, il aurait continué comme ceci, cette direction-là. Et le faisceau a été dévié, et donc
le faisceau lumineux rouge, le rayon rouge a été dévié de cet angle-là, et le faisceau lumineux violet a été dévié de cet angle-là. Donc on peut dire que le violet a été plus dévié que la lumière rouge. Voilà, alors maintenant on va interpréter ça. Alors pour interpréter ça, il faut que je vous explique... Ah oui, alors. Donc cette expérience, vous l'auriez faite au lycée. Alors cependant, ça vous ne l'auriez pas vu. Vous auriez vu autre chose. Alors pour voir ces couleurs-là, eh bien il aurait fallu mettre ici un écran. Vous auriez mis une feuille de papier, et voilà ce que vous auriez vu. Donc ici la lumière rouge est ici, vous voyez, sur l'écran, et la lumière violette ici. Alors ça porte un nom. On appelle ça un spectre. Alors un spectre, ça veut dire fantôme, mais aussi ça veut dire cette figure colorée que l'on obtient quand on décompose, quand on étudie la lumière. Voilà. Alors on appelle ça le spectre de la lumière blanche, puisque on étudie on étudie la lumière blanche ici. D'accord. Bon. Alors maintenant, pour l'interprétation, il faut que je vous parle de... Je vais utiliser une lentille mince convergente, ou une loupe si vous voulez, voilà, c'est ça. Donc c'est du verre avec deux faces arrondies. Alors quel est le comportement d'une lentille vis-à-vis de la lumière? Eh bien, vous voyez, on a des rayons qui arrivent ici, on a des rayons incidents, et les rayons qui sortent de la lentille se rapprochent les uns des autres, c'est ce qu'on constate. Dans cet exemple aussi ici, donc j'ai 4 rayons là qui frappent la lentille, et à la sortie, eh bien, les rayons se rapprochent les uns des autres. Donc en fait, une lentille convergente permet de rapprocher les rayons qui sortent de la lentille les uns des autres. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse là, pour expliquer un tout petit peu la lentille, bien que ce ne soit pas utile, mais je peux le faire, c'est simple. Pourquoi ça fait ça? Eh bien, regardez, on va regarder ce rayon-là. Ce rayon-là frappe la lentille ici. Et ce petit morceau, le haut de la lentille, on peut dire que c'est un petit prisme, en quelque sorte. Donc, en fait, du coup, le rayon va se réfracter une fois ici, et va se réfracter une deuxième fois. C'est pour ça qu'il est dévié ainsi. Pour ce rayon-là, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Donc, il frappe la lentille en bas, et en bas, on peut dire qu'on a un prisme, mais à l'envers par rapport au-dessus. On a un prisme à l'envers. Donc, le rayon est réfracté une fois, et une deuxième fois. Donc, il est dévié. Bon bref, alors on imagine qu'on prend une lentille comme ça, une lentille convergente comme ça, ou une loupe si vous voulez, et on la met ici, là. C'est-à-dire que tous les rayons lumineux vont rentrer dedans. Simplement, ils ne vont pas continuer avec la même direction. Ils vont tous se rapprocher les uns des autres. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est une vieille image que j'ai trouvée. Donc ça c'est une chambre obscure. On fait un trou sur une des parois. Là, le rayon lumineux, c'est le rayon lumineux du soleil, qui frappe un prisme ici, et donc la lumière est dispersée, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel, et ici on met une lentille, voilà. Et donc les rayons ne continuent pas dans la même direction, mais convergent, ils se rapprochent les uns des autres, et à un moment donné, ces rayons vont se croiser, et à l'endroit où ils se croisent, on met une feuille de papier ou un carton, une feuille de papier. Eh bien, à l'endroit où les rayons convergent, eh bien, on voit de la lumière blanche. Donc, cette expérience montre qu'en fait, dans un endroit donné, si toutes ces lumières colorées se rencontrent au même endroit, ça fait de la lumière blanche. Donc, en fait, ce qui explique que ce rayon lumineux blanc, en fait, eh bien, il est déjà constitué de rayons lumineux colorés, puisque la superposition de toutes ces couleurs donne du blanc. Donc du coup, ce rayon lumineux blanc contient tous ces rayons lumineux, et c'est pour ça que ça fait de la lumière blanche. Donc en fait, un rayon lumineux blanc, en quelque sorte, on peut pas dire que ça existe. En fait, c'est la superposition de tous les rayons lumineux colorés qui donne l'aspect de lumière blanche. Voilà. Et le prisme, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sert à séparer tous ces rayons lumineux. Alors on dit qu'il disperse les rayons lumineux. Alors ça, on n'appelle pas ça des rayons lumineux colorés, puisque vous voyez, quand ils sont dans la lumière blanche, on ne voit pas de violet, on ne voit pas de rouge, on ne voit pas de vert. On appelle ça des radiations. Donc on dit que la lumière blanche est constituée de radiations lumineuses colorées, violette, verte, rouge. Et le prisme, eh bien, on dit qu'il disperse les radiations.
voilà l'interprétation de ces différentes couleurs. Alors, cependant, il reste une chose à expliquer. Donc, on a expliqué donc l'apparition des couleurs, mais ce qu'on n'a pas expliqué, c'est bon, donc ici, on a dit qu'en fait, il y avait la lumière blanche est constituée de radiations, de rayons lumineux, on va dire, violet et rouge, etc. Mais on ne voit pas pourquoi, au moment de la réfraction, le rouge va dans une certaine direction et le violet dans une autre. Ça, on comprend. On ne l'a pas expliqué, ça, par contre. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on sent bien qu'il faut utiliser la réfraction de la lumière. Donc, je vais appliquer la formule de la réfraction pour trouver l'angle de réfraction des rayons colorés ici. Donc, pour ça, eh bien, je cherche quel angle? Je cherche l'angle qui est dans le vert. Donc, je vais écrire n vert sinus i vert est égal à, et donc l'autre milieu c'est l'air, nr sinus ir. Voilà. Et moi je cherche l'angle de réfraction, donc je cherche ça. Donc j'isole et je trouve ceci. Et moi ce que je vais chercher c'est sinus i vert, puis i vert. Alors si j'applique la formule, eh bien l'indice de réfraction de l'air c'est 1. L'angle d'incidence IR, eh bien il faudra le mesurer, donc on tire un pointillé ici, on trace un pointillé comme ça ici, et on mesure cet angle-là. Voilà, donc on va dire allez 50 degrés. Donc là il faudra mettre 50. Et l'indice de réfraction du vert, ça fait en gros 1,5. Donc si on fait ça, on a un certain résultat, et on trouve une certaine valeur pour I vert. Voilà. Donc cet angle-là, il serait pris par rapport au pointillé qui serait ici, le normal à l'interface. Mais là, je n'ai qu'un angle de réfraction. Donc je ne peux pas voir une direction pour le violet et une direction pour le rouge, qui sont initialement tous ici. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le calcul. Alors, l'explication, elle est la suivante. En fait, donc ce que je dis là, il faut l'admettre, dans les solides comme le verre ou les liquides comme l'eau, l'indice de réfraction du verre, de l'eau, dépend en fait de la couleur de la radiation. Selon la couleur de la radiation, l'indice de réfraction change un petit peu. Donc il existe un indice de réfraction pour le verre pour les radiations violettes, un indice de réfraction du verre pour les radiations rouges, et ça ne sera pas tout à fait la même valeur. Donc en fait, il faut faire deux calculs. Avec l'indice de réfraction du verre pour le rouge, parce qu'on cherche la direction pour le rouge, et pour le violet, puisqu'on cherche la réaction pour le violet. Donc je mets les deux calculs. Voilà. Donc je vais chercher l'indice de réfraction pour la lumière rouge, pardon. Je vais chercher donc l'angle de réfraction pour la lumière rouge, donc avec cette valeur-là, et l'angle de réfraction pour la lumière violette avec cette valeur-là. Alors une petite remarque, pour les gaz, l'indice de réfraction est constant, il ne dépend pas de la radiation. Donc c'est pour ça ici que j'ai mis NR. Donc voilà, donc il y a deux calculs à faire. On va trouver deux valeurs de sinus, donc deux valeurs d'angle de réfraction, et ça va nous donner ces deux directions-là. Voilà, voilà l'explication. Bon, eh bien, on continue. Alors, il y a donc ce qu'on a fait là, cette expérience, on appelle ça la décomposition de la lumière blanche. Donc on a utilisé un prisme. Et on a obtenu donc le spectre de la lumière blanche. Alors, on peut obtenir le spectre de la lumière blanche d'une autre façon. Alors, il ne faut pas utiliser un prisme, il faut utiliser, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va voir une deuxième méthode pour décomposer la lumière blanche. Il faut utiliser ce qu'on appelle un réseau. Donc un réseau, voilà, j'en ai mis deux ici en photo. Donc c'est une plaque en plastique, une plaque en plastique assez mince, mais c'est transparent. Vous voyez, on voit à travers, mais vous voyez, il y a des légères irisations. Voilà, donc c'est un petit peu particulier, je vais expliquer. Voilà, donc là j'en ai mis un autre. Alors la photo n'est pas bien parce qu'on voit pas bien la transparence là. Donc ça c'est ceux du lycée, vous auriez utilisé ceux-là. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est écrit 530 traits par millimètre pour celui-là. Et ici, 300 lignes par millimètre ou traits par millimètre, c'est pareil.
Donc en fait sur ce plastique, hein, sur cette feuille de plastique en fait, eh bien on a gravé 300 traits hein, en 1 mm, hein, 300 traits très très fins. Voilà, c'est pas des fentes, hein, on n'a pas perforé complètement le plastique, mais on a gravé hein, 300 traits par millimètre ici, et là 530 traits par millimètre. Hein. Donc voilà, si on voulait faire un dessin, voilà ce qu'on ferait. Mais en fait les traits sont beaucoup plus serrés que ça, donc je vous montre une photo qui a été prise. Donc on a pris un réseau, on l'a coupé comme ça, et puis on a fait une photo par-dessus, et voilà ce qu'on obtient. Donc ça c'est du plastique hein, transparent, et ça c'est les traits qu'on a gravés. Hein. Voilà, on a fait des... Et donc il y en a 530 par millimètre par exemple. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? La lumière arrive ici, hein, la lumière blanche arrive ici par exemple. Alors elle peut traverser la lumière blanche puisque c'est un milieu transparent, mais ces petites fentes là jouent un rôle. Donc il se produit un phénomène, quand la lumière arrive dans les fentes, il se produit un phénomène qu'on n'explique pas en secondes, hein, qui s'appelle la diffraction de la lumière, on explique ça en terminale, et ce qui fait que à la sortie, eh bien, la lumière est décomposée. Donc je vous montre le montage quand il est fait. Donc on met la lumière que l'on étudie, hein, ici, là c'est la lumière blanche, là. La lumière blanche passe à travers le réseau et il se forme 2 spectres, voilà, et de la lumière blanche au milieu, c'est comme ça. Donc j'ai mis plusieurs schémas, hein, qui est un peu identique. La source qui émet de la lumière blanche, la source de lumière étudiée, le réseau. Alors on a toujours de la lumière au milieu, blanche, et puis 2 spectres. Alors ça c'est une photo, vous voyez. Voilà la photo qu'on obtient. Donc la lumière blanche, un spectre à droite, un spectre à gauche. Alors, on voit il y a une petite différence entre les spectres formés par un prisme et par un réseau. Il y a plus, on voit mieux le bleu, le vert et le rouge hein, avec un réseau. On voit un petit peu moins le jaune et le bleu clair. Là. Bon, et puis on voit moins le violet aussi. Bon. Voilà, c'est une remarque. Voilà, donc il y a 2 méthodes pour décomposer la lumière blanche, soit en utilisant le prisme, soit le réseau. Alors là, je vais faire un petit résumé. Depuis le début, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, pour décomposer, pour étudier une lumière, eh bien, on utilise soit un prisme, soit un réseau. Et on dit qu'on décompose cette lumière. Une fois que la lumière est décomposée, on place un écran, et il y a une image qui se forme sur cet écran, qui est dessinée ici. Et cette image porte un nom, on l'appelle spectre de la lumière blanche. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, ces rayons lumineux, eh bien, ça s'appelle radiation. Donc ici, par exemple, on a la radiation rouge foncé. Ici, on a la radiation rouge clair, un peu en bas. Et ici, on va dire qu'on a la radiation violet foncé. Voilà. Alors, les physiciens caractérisent les radiations, bien sûr par leur nom, comme je viens de l'écrire, mais aussi par un nombre, par une grandeur. Cette grandeur porte un nom, on appelle ça la longueur d'onde, et on la note lambda. Et chaque radiation possède une certaine longueur d'onde, une certaine valeur. Alors je vous donne des exemples. La radiation violet foncé, donc lambda égale 380 nanomètres. L'unité c'est en mètres, quoi, des multiples du mètre. Nanomètres, sous-multiple du mètre. Pour la rouge claire, eh bien, ça sera 630 nanomètres. Pour la rouge foncée, 790 nanomètres. Donc on voit que toutes les radiations visibles, toutes ces radiations sont comprises entre 380 et 790. Donc en gros, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Voilà, ça il faut connaître. Hein. Il faut savoir que 400 nanomètres, ça correspond en gros à la radiation violette, aux radiations violettes, et 800 nanomètres aux radiations rouges. Et on a toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel entre les deux. Ça, il faut le savoir. Voilà. Alors, ce qu'on doit savoir aussi, bien sûr, c'est que la lumière blanche, en fait, elle est constituée de radiations lumineuses colorées. Donc, on dit que la lumière blanche est une lumière polychromatique. Poly plusieurs, chromatique couleur. Voilà. Tout ça, il faut savoir. Alors, il faut savoir ça aussi, en plus. Donc si je n'utilise pas de la lumière blanche pour éclairer mon prisme, mais une lumière laser, ce qu'on avait vu au début, eh bien voilà ce qu'on obtient. Et si on met un écran ici, on va obtenir un spectre bien particulier avec un petit point, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il n'y a pas plusieurs radiations. Alors pourquoi il n'y a pas plusieurs radiations? Eh bien l'explication est assez simple. Tout simplement, la lumière laser n'est constituée que d'une seule radiation. Et c'est ça qui fait sa particularité.
La lumière laser n'est pas une lumière polychromatique, la lumière laser est une lumière monochromatique, elle ne possède qu'une seule radiation. Alors ça, pour la lumière laser utilisée dans nos lycées, la radiation c'est 633 nanomètres. Donc voilà, donc sachez qu'il faut savoir que la lumière laser c'est une lumière monochromatique. Voilà. Bon, alors maintenant ce qu'on va voir, donc on a vu que les spectres, eh bien c'était une image colorée, hein, où on voyait les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça qu'on a vu. Alors un spectre peut être représenté autrement, par une courbe. Donc il va falloir que j'explique cette courbe. Alors pour ça il faut utiliser donc un écran particulier. Donc au lieu de mettre un écran en feuille de papier, eh bien c'est ça l'écran. Et donc cet écran, on appelle ça une cellule CCD, elle est constituée de plein de petites photodiodes microscopiques. Donc si on fait un agrandissement de cet écran, voilà ce qu'on obtient. Ici on a plein de petites photodiodes. Et quand une photodiode reçoit un rayon lumineux, eh bien la photodiode a une certaine tension. Donc si elle reçoit plein de rayons lumineux, ou un rayonnement puissant, hein, eh bien sa tension va être importante. Si elle reçoit un petit rayonnement, pas beaucoup de rayons lumineux, sa tension va être petite. Voilà. Alors, donc on imagine qu'ici il y a un spectre qui est formé, hein, ici du violet et ici du rouge. Voilà. Et donc chaque photodiode va recevoir certaines radiations lumineuses, et toutes ces photodiodes auront une tension, et toutes ces tensions, on les regroupe sur une courbe. Donc je vous montre la courbe. Donc en abscisse, qu'est-ce qu'on a? On met les longueurs d'onde, hein, des radiations. Donc on voit ici 400 nanomètres pour le violet, et 800 nanomètres pour le rouge, à peu près. Et en ordonnée, en fait, ça correspond à la tension des photodiodes. Alors, mais j'ai dit que plus la tension était forte, cela signifiait que plus le rayonnement était puissant, était important, l'intensité lumineuse était importante sur la photodiode correspondante. Donc en fait, dans ce cas, eh bien, on aura une ordonnée très importante. Donc plus l'ordonnée est importante, eh bien, plus le rayonnement est fort sur la photodiode. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que cette lumière, cette source lumineuse, émet plus de radiation verte que de radiation violette, puisque l'ordonnée ici est plus importante. Donc il y a plusieurs unités possibles ici, hein. On peut mettre la tension des photodiodes, on peut mettre l'intensité lumineuse, on peut mettre la luminance, bon voilà. Mais en gros, l'idée c'est plus la valeur est haute, et eh bien plus il y a de radiation correspondant. Voilà. Donc vous voyez, ce qu'on obtient, c'est une courbe ici. Voilà, on obtient une courbe à la place d'un spectre. Alors, on voit quand même le spectre coloré. Hein. Donc dans certains appareils, on n'a pas la couleur du spectre. Je vous donne un exemple. Voilà, dans certains appareils, voilà ce qu'on a. On a une courbe. Mais bon, c'est pas grave finalement, si on n'a pas le spectre, on peut quand même se retrouver, puisqu'on sait qu'à 400 nanomètres, on a le violet, et à 800 nanomètres, on a le rouge. Donc les radiations lumineuses, elles sont là. Alors, vous voyez, la courbe, elle continue. Après 800, elle continue, et avant 400, il y avait une courbe. Donc ça a une signification bien précise. Si la courbe continue après 800, eh bien, c'est que les photodiodes qui sont à côté du rouge, eh bien, reçoivent de la lumière. Mais cette lumière, en fait, notre œil ne la voit pas. C'est un rayonnement qui est invisible pour nos yeux, et il est à côté du rouge, eh bien, tout simplement, ce rayonnement, on l'appelle ça le rayonnement infrarouge. Pareil pour cette partie de courbe-là. Si les photodiodes qui sont un peu avant les radiations violettes, eh bien, ont une certaine tension, eh bien, ça veut dire qu'un rayonnement les frappe. Donc ça veut dire que la source émet un rayonnement que nos yeux ne peuvent pas voir. Et ce rayonnement, il est à côté du violet. On appelle ça le rayonnement ultraviolet. Voilà. Donc c'est une autre façon de... Voilà, ça représente le spectre de la lumière blanche. Hein, ceci. Voilà. C'est une façon plus abstraite. Voilà. Donc soit par une image, soit par une courbe. Alors, maintenant on va voir une application.
en étudiant les spectres lumineux, hein, eh bien on peut avoir un renseignement sur la température de la source. Donc les sources qu'on étudie actuellement, ce sont des sources incandescentes, c'est-à-dire qu'elles émettent de la lumière parce qu'elles sont très chaudes. Voilà. Et donc alors je vais montrer deux vidéos. Alors une première vidéo qui montre, voilà, ceci. Donc ici on a une lampe à incandescence, et on voit le filament, alors je vais peut-être remettre au début, voilà. Et dans ce filament, eh bien, on fait passer un courant. Hein, donc j'ai fait passer un courant. Alors au début un courant faible, et puis j'ai augmenté le courant, etc. Et plus le courant est fort, plus la température augmente. Et donc du coup la couleur du filament va changer. Donc voilà, donc je vous montre. Donc là, le courant augmente, la température augmente, et on note un petit peu les variations de couleur que l'on voit. Je vais le faire deux fois. Voilà. Donc en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'au début, le filament il était plutôt rouge, hein, rouge, ensuite orange, ensuite jaune, jaune clair, blanc. Hein, je remontre pour qu'on voit bien, mais en gros, les variations de couleur, c'est ça, du filament et puis de la lumière, hein, d'une façon générale. Voilà, plutôt rouge là, orange, orange, jaune, jaune clair et blanc. Voilà, ça c'est la première étape. Alors ensuite, ce que j'ai fait, j'ai recommencé l'expérience, mais j'ai mis un prisme devant. Non, j'ai mis un réseau, pardon. J'ai mis un réseau, et ensuite j'ai filmé l'écran. Et donc, pour voir l'évolution du spectre. Donc ça, c'est une autre vidéo qui est ici. Hop, et hop. Alors c'est là. Alors attendez, je l'arrête. Voilà. Donc au début, le filament est plutôt rouge. Et donc voilà le spectre que l'on voit. Alors on voit beaucoup de rouge, beaucoup de rouge, et un tout petit peu de vert. Donc c'est normal finalement que la lumière observée était rouge. Alors ensuite j'ai augmenté la température du filament, et le filament il est devenu orange. Voilà. Alors le orange en fait, voilà, il est dû à ça. C'est-à-dire qu'on a des radiations rouges et des radiations vertes associées. Alors je ne sais pas si vous savez, mais si on superpose de la lumière rouge avec de la lumière verte, et bien ça fait de la lumière jaune. Mais comme là il y a un petit peu moins de vert, ça fait du orange. Voilà. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est que le spectre, vous voyez, il s'épaissit. Voilà, il était large, il n'y avait que le rouge, et maintenant il s'épaissit. Donc je continue. Voilà. Donc là, il y a beaucoup plus de vert. Hein. Donc là, on va obtenir du jaune en quelque sorte. Il y a un petit peu de bleu qui apparaît. Et le spectre, vous voyez, il s'épaissit. Bon, voilà, il s'épaissit jusqu'ici, on va dire. Voilà. Alors on y va. Et le spectre, vous voyez, il s'épaissit, il s'allonge. Voilà. Et maintenant, il y a de la radiation bleue qui apparaissent. Donc là, en fait, maintenant, on a tout le spectre. Hein. On a les radiations rouge, vert, bleu. On a tout le spectre. Et donc, du coup, ça fait de la lumière blanche. Voilà, donc cette évolution du spectre permet donc d'expliquer donc la couleur obtenue et surtout la température. Hein. Donc au départ, on avait une basse température, le spectre était très peu étalé, et puis plus la température augmentait, plus il s'étalait. Alors il y a un terme, on dit que, vous voyez, au fur et à mesure que la température augmente, eh bien, le spectre, il a de plus en plus de radiation verte, hein, puis ensuite de plus en plus de radiation bleue. Eh bien, on dit qu'il s'enrichit en radiation de courte longueur d'onde. Parce que les radiations bleues, je vous rappelle, c'est violet, c'est autour de 400 nanomètres. Voilà. Et le rouge, là, c'est 800. Mais je vais faire un petit résumé. Hein, je reprends le... Voilà, donc ce qu'il faut maintenant retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, de ce paragraphe. Voilà, ça. Donc, voyez, ici, on a un spectre, il n'y a que du rouge, hein, peu étalé, et là, très étalé, hein, beaucoup plus étalé. Hein. Donc là, il y a le vert en plus et le bleu en plus. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que la température, plus le spectre est large, plus la température augmente. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Alors la phrase associée aussi, hein, voyez, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, ici on a dit les radiations violettes 400 nanomètres,
radiation rouge 800 nanomètres. Donc on voit que quand la température augmente, eh bien le spectre, il a de plus en plus de ces radiations-là, donc des radiations de courte longueur d'onde. Donc quand la température augmente, le spectre s'enrichit en radiations de courte longueur d'onde. Voilà, donc du coup, si on veut comparer deux sources lumineuses, on veut savoir laquelle est la plus chaude, eh bien voilà, entre ces deux-là, on fait le spectre, eh bien comme celui-là est plus étalé, c'est celle-là qui est voilà, la source correspondant à ce spectre-là qui est la plus chaude. Alors, ce résultat-là, on peut le voir aussi avec la courbe, avec l'autre façon de voir le spectre. Voilà, donc je vous montre ça, non, c'est ici. Voilà. Alors, donc voilà, la courbe comme elle est, donc c'est-à-dire que là on voit beaucoup de rouge et peu de jaune, et la température augmente. Alors le spectre, on va dire qu'il va de là à là, puisque là l'intensité est nulle. Voilà. Donc ça augmente, voilà. Donc le spectre s'étale maintenant de là à là, il est beaucoup plus large, il s'enrichit en radiation de courte longueur d'onde. Okay. Alors, donc là j'ai augmenté la température en fait. Donc ce que je peux faire, je peux augmenter franchement la température. Alors maintenant ce qu'on va comparer, c'est cette situation-là, voilà, avec celle-là et celle-là. D'accord? Alors, donc là j'ai une source lumineuse, voilà la courbe que l'on obtient. Si j'augmente la température, donc voilà ce que j'obtiens. J'augmente la température. Donc vous voyez bien, on voit bien que maintenant il y a plus par rapport à avant, il y a plus de jaune. Donc on voit bien que le spectre s'enrichit en radiation de courte longueur d'onde. Et donc si je continue à augmenter, voilà, et maintenant j'ai plus de bleu et de violet, donc le spectre s'enrichit aussi en radiation de courte longueur d'onde. Donc si on veut comparer par exemple deux sources lumineuses, une qui donne ce spectre d'émission et une qui donne ce spectre d'émission, eh bien ça sera celle-là qui sera la plus chaude, parce que le maxima, le sommet de la courbe, son ordonnée est plus petite qu'ici. Voilà. Donc on retrouve bien ce qu'on avait dit avant. Bon, alors ensuite, dernier paragraphe. Alors ce qu'on a étudié jusqu'à présent comme source lumineuse, c'était des sources incandescentes. C'est-à-dire qu'elles étaient tellement chaudes qu'elles émettaient de la lumière. Maintenant on va étudier des sources qui ne sont pas du tout chaudes. Alors des ampoules à gaz. Alors, on va étudier ces lumières-là et on va voir l'intérêt. Alors, voilà, j'ai fait le schéma. Donc, on a une ampoule à gaz, donc une ampoule en verre ici, et à l'intérieur, on a un gaz constitué d'atomes. Par exemple, ça peut être des molécules, un gaz constitué d'atomes. Donc, ici, on a deux plaques métalliques, et on soumet ces deux plaques métalliques à une forte tension électrique. Et la tension est tellement forte que des électrons ici sont arrachés, et ces électrons traversent le gaz et vont rejoindre la charge plus, qui est la plaque chargée positivement. Mais en traversant le gaz, les électrons vont frapper les atomes, et en frappant les atomes vont être excités et ils vont émettre de la lumière. C'est comme ça que fonctionnent ces ampoules. On appelle ça des lampes à décharge. Parce que donc les électrons frappent les atomes sont excités, ils émettent de la lumière. Alors, ce qu'on va faire, on va analyser la lumière émise par ces lampes à décharge, par ces ampoules à gaz. Alors, on prend un prisme, voilà, donc un rayon lumineux, un faisceau lumineux rentre dans le prisme décompose la lumière et on obtient un spectre. Donc voilà l'allure du spectre. Alors, le premier exemple que j'ai pris, le gaz, c'est les atomes de mercure qui sont ici. Et bien voilà ce qu'on obtient comme spectre. Alors vous voyez, on n'a pas une figure complètement colorée avec les couleurs de l'arc-en-ciel, on a simplement des raies colorées. Donc on appelle ça un spectre de raies. Donc on a une raie rouge, orange, verte, bleue et violette. Alors si à la place de cette ampoule j'avais mis une lampe à incandescence, eh bien on aurait obtenu un spectre, le spectre de la lumière blanche,
Donc d'ici du violet au rouge, là. Ici, ça aurait été, on aurait eu les couleurs de l'arc-en-ciel, ici. D'accord? Mais ce n'est pas le cas, on a mis une lampe à gaz. Alors, donc voilà. Alors maintenant, je vais changer de gaz. Voilà, ça c'est une observation. On observe un spectre de raies différent. Donc quand on observe un spectre différent. Donc quand on a ce type de spectre, un spectre de raies, eh bien il s'agit d'une ampoule à gaz ou d'une lampe à décharge, on dit aussi. Alors, je change de gaz, je vais prendre du cadmium maintenant. Les atomes ici, ça va être du cadmium. Eh bien, voilà ce qu'on obtient. On obtient à nouveau un spectre de raies, mais ce n'est pas les mêmes raies, elles ne sont pas placées aux mêmes endroits. Donc en fait, à chaque gaz, à chaque atome, correspond un certain spectre. Donc c'est une façon aussi d'identifier la nature des atomes. On peut faire voilà, le spectre d'émission du gaz que l'on étudie. En fonction des emplacements des raies, on peut identifier l'atome. Donc ça s'appelle spectre de raies d'émission. Alors voilà, donc ne pas confondre le spectre de raies d'émission avec le spectre de la lumière blanche, qui est vraiment un aspect très différent. Alors d'ailleurs, petite remarque, le spectre de la lumière blanche, il porte un autre nom, parce que si on avait le spectre de la lumière blanche ici, on aurait eu plein de lumière de là à là. La lumière ici, rouge, orange, vert, etc., bleu, voilà, et violet. Et donc en fait, on aurait une continuité dans les couleurs. Donc le spectre de la lumière blanche s'appelle aussi spectre continu d'émission. Voilà, donc il y a spectre de raies d'émission et spectre continu d'émission. Voilà. Alors, bien sûr, ce spectre, on peut le voir aussi avec une courbe. Alors on imagine que ça c'est l'écran, l'écran où se forme le spectre de raies du cadmium, et on met une cellule CCD, ici. On met des photodiodes, une barrette de photodiodes, et eh bien on cherche à deviner la courbe que l'on va obtenir. Bien, les photodiodes qui sont ici ne reçoivent pas de lumière, donc leur tension est nulle, donc on va voir une ordonnée nulle, l'intensité sera nulle. Voilà. La photodiode qui est ici va recevoir de la lumière, et donc du coup il va y avoir une certaine tension, donc du coup une certaine ordonnée. Donc là on va avoir une certaine ordonnée, une certaine hauteur, ici aussi et ici aussi. Donc je pense que voilà, on va obtenir voilà, ceci comme courbe. Alors, les ordonnées sont différentes, on n'a pas la même hauteur, parce qu'il se trouve que le cadmium émet peu de radiation verte, mais beaucoup plus de radiation violette. Donc c'est pour ça que l'ordonnée de la radiation violette est plus importante que la radiation verte. Mais voilà, donc il faut savoir reconnaître un spectre de raies d'émission quand on a cette courbe. Alors cette courbe, elle porte un nom, je ne l'ai pas dit depuis le début, on appelle ça le profil spectral. Voilà. Donc quand on a le profil spectral, il faut reconnaître, voilà, il faut deviner qu'il s'agit d'un spectre d'émission. Voilà. Et ne pas oublier, le profil spectral pour une source incandescente, et bien voilà, là j'en ai un. Voilà, j'ai un profil spectral ici par exemple. Voilà, ça c'en est un autre, ça c'en est un autre, etc., etc. Donc les deux courbes sont bien différentes. On a des pics où on a une courbe plus classique. Voilà, donc ce cours est terminé.